Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Fatia, une athlète de haut niveau, une boxeuse de l'équipe de France. Et je suis très très contente de pouvoir aller l'interviewer aujourd'hui. Salut Fatia. Bonjour, je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est moi qui te remercie. Je suis content que tu puisses m'accorder un peu de temps pour parler de toi, parler de ta passion pour la boxe, de tes ambitions, de tes projets, des JO aussi qui arrivent bientôt. Donc voilà, il y a alors, plein de choses à se dire et je suis sûr que nos auditeurs vont être ravis de pouvoir faire la connaissance s'ils ne te connaissent pas encore. Et pour les autres, peut-être te découvrir d'une autre manière en parlant de toi, de ton parcours, de ton mental et de ta philosophie de vie aussi pour arriver à ton objectif. Ouais, hâte de faire découvrir mon fond et peut-être de trouver de nouveaux fans. Ouais. C'est un peu l'objectif de pouvoir te mettre en lumière, en valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, comme je fais à chaque fois, par un traditionnel petit portrait chinois. Comme ça, déjà, on va briser la glace et on va apprendre déjà à te connaître. Et après, on parlera de ton parcours, de ton mental, etc., etc. Ok, ça marche, c'est parti. Allez, go. Alors, Fatia, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi ? C'est une réponse un peu bizarre, mais le bleu-vert, c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui est originale, on va dire, qui est pas très connue, qui mélange un peu de couleurs, qui mélange deux univers. Et moi, je me définirais un peu comme ça. Je suis pas juste une sportive ou juste une étudiante. J'aime pas me catégoriser par une couleur. Du coup, je dirais le bleu-vert, un mélange de deux univers. Ok. Si tu étais à un moment de la journée, tu serais lequel ? Le matin. Alors, pourquoi le matin ? Le matin, parce que c'est là que tout commence, c'est là qu'on peut tout mettre en place. Il y a tous les horizons qui s'ouvrent à nous. Enfin, c'est le début, en fait. Si tu étais une saison de l'année, tu serais laquelle ? Je dirais l'automne. Pas trop chaud, pas trop froid. Beaucoup de proximité avec la famille parce qu'il commence à faire un peu frais, mais en même temps, on peut toujours sortir. Je trouve que c'est la meilleure saison. Ok. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle ? Je pense que je serais la générosité parce que j'aime beaucoup donner, partager. Si je peux aider, etc. C'est un peu ma philosophie. Et sur le ring, t'es généreuse aussi ou pas ? J'aime bien donner des facettes. Allez, je suis généreuse aujourd'hui, je te mets une droite et un crochet. Ok. Si t'étais une innovation, tu choisirais laquelle ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je dirais les avions, parce que c'est ce qui permet de lier des gens entre eux, tout ce qui va être déplacement, communication, etc. Tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu ? Ça, très bonne question, je sais pas. Je dirais de manière assez banale un téléphone, parce que ça nous relie, on a de l'information, on peut discuter avec les autres, on peut s'informer. Ok. T'as pas choisi tes gants de boxe ? Non. Pourtant, c'est des sacrés compagnons, tu les as souvent au bout des... C'est vrai. Mais justement, je les ai peut-être un peu trop. Ok. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire, tu choisirais laquelle ? Tant qu'on veut, on peut. Ok. Tant qu'on veut, on peut. Est-ce que tu es gourmande ? Oui. Si tu devais choisir une entrée, un plat et un dessert, tu choisirais quoi ? Ça commence à devenir difficile, là. Une entrée, je dirais
une entrée traditionnelle algérienne, la cholba, parce que c'est chaud, ça réchauffe le cœur. C'est un repas qui est beaucoup connoté au ramadan, au moment de partage. En plat, qu'est-ce que je pourrais dire en plat? Je sais pas. Je dirais un poulet aux olives, parce que ça me rappelle aussi mes origines, et c'est aussi un plat qu'on partage. Et en dessert, je dirais les fruits, parce que c'est frais, c'est healthy, c'est la petite touche healthy du repas. On n'est pas loin du repas, là, ça, tu m'as donné faim avec ton poulet aux olives. Est-ce que tu lis ou est-ce que tu regardes des films? Avant, je lisais beaucoup, maintenant, beaucoup moins. Maintenant, les seuls livres que je lis, c'est des livres de sportifs qui parlent de leur parcours. Là, récemment, j'ai une amie qui s'appelle Ramlali, une Anglaise, qui avait écrit un livre sur son parcours. C'est une réfugiée qui arrive en Angleterre, qui a commencé la boxe, etc. Donc, je lis pas mal d'ouvrages comme ça. Sinon, maintenant, je lis beaucoup moins. Je suis plus Netflix. Ok. Sur côté livre, en fait, est-ce qu'il y en a déjà un qui t'a inspiré? Comme ça, je saurais pas en citer un. Mais j'aime beaucoup lire tout ce qui va être autobiographique, l'histoire des gens, comment ils ont évolué, comment ils ont avancé, qu'est-ce qui les a motivés, etc. J'en ai pas un particulièrement à citer, mais c'est plutôt ce style de livre qui m'intéresse, tout ce qui va être inspiré de faits réels, quoi. Ok. Tu parlais de Netflix. Sur Netflix, du coup, tu regardes les documentaires sportifs? Ouais, je regarde beaucoup de documentaires, même pas que sportifs. Je suis très curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses. Après, forcément, j'ai aussi suivi les sportifs, que ce soit sur Serena Williams. Il y avait aussi un gros reportage sur la fédération de gymnastique américaine, le fonctionnement et plein de petits problèmes qu'il y avait eu. Vraiment, je m'intéresse à plein de trucs, que ce soit... La grosse dérive, tu veux dire? Ouais, des très très grosses dérives. Mais voilà, un peu de tout pour m'informer, les faits divers. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va être sur les true crime, les crimes, etc. J'en vois beaucoup de... J'aime bien les thrillers, les enquêtes. Ouais, c'est ça. Je suis beaucoup dans le policier. Sherlock Holmes et Fatia. Exactement. Ok. Petite dernière, hein. Si tu devais partir vivre dans un pays où tu te sens bien, tirer où? Honnêtement, je pense que je suis une seule personne qui répondrait ça, mais je resterai en France. Parce que je peux pas, même si j'aime beaucoup voyager, je pourrais pas aller dans un autre pays, loin de ma famille, loin de mes amis. Quelqu'un qui fonctionne comme ça, j'ai ma petite zone de confort et je me verrais pas partir ailleurs. Il y a un pays qui t'a marqué avec, je sais pas, une éventuelle anecdote où tu as trouvé ça? Ouais, moi, c'est un pays qui m'a vraiment marqué, c'est l'Inde. Dans le sens positif et négatif, c'est un très très beau pays avec beaucoup de culture, beaucoup de choses à découvrir. En même temps, je trouve que c'est un des pays les plus violents dans le sens où il y a vraiment la richesse, l'extrême richesse et l'extrême pauvreté collées, très très proches, et il y a un gros parallèle qui est très violent et qui est difficile à assimiler. Donc c'est un des pays dans lesquels j'ai voyagé pour la boxe qui m'a le plus, je dirais pas surpris, quoi, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment t'es arrivé à la boxe? Tu t'es mise petite. C'est quoi ton palmarès? Tes objectifs, tes ambitions, c'est quoi? Ok, alors moi j'ai commencé la boxe assez tard, complètement sur le tard. En vrai, j'ai commencé vers 15-16 ans. Mais avant, j'avais pratiqué beaucoup d'autres sports, donc j'étais déjà très sportif. J'avais fait du foot, du hand, du rugby, du triathlon. J'étais vraiment allé un peu dans tous les domaines. J'ai commencé un peu, je dirais pas par hasard, j'avais un oncle qui faisait de la boxe depuis longtemps. J'avais toujours voulu essayer, mais c'était pas très bien vu dans ma famille ou même partout. En fait, une fille qui fait de la boxe, c'était pas très en vogue. Toujours pas le cas aujourd'hui, mais déjà ça a progressé. Donc j'ai très vite commencé et j'ai très vite enchaîné les combats et été repéré par l'équipe de France. Aujourd'hui, j'ai fait championne de France, championne d'Europe en junior, médaille de bronze, championnat d'Europe U22. Là, plus récemment, j'ai fait championne du monde universitaire, médaille de bronze aux récents championnats du monde qui ont eu lieu en Inde et plusieurs titres de championne de France. Et du coup, là, je me prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ouais, ça approche. Du coup, tu parlais d'université. Tu fais des études à côté, tu travailles, comment ça se passe? Ouais, alors en parallèle de la boxe,
C'est un de mes plus gros combats d'ailleurs, c'est le double parcours. Donc, j'ai fait un double parcours assez original pour les sportifs. C'est que j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, j'ai fait une classe préparatoire intégrée dans une école, puis j'ai enchaîné avec le cycle ingénieur en alternance. Et aujourd'hui, je suis diplômée, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fini l'école en août et j'ai été diplômée samedi dernier. Et ouais, ça a pas toujours été facile, surtout que quand j'ai voulu faire ça, on m'a clairement dit que c'était pas possible, que ce soit le monde du sport qui me disait qu'il fallait que je fasse des petites études pour être complètement libre pour performer, ou le monde scolaire qui me disait que c'était pas possible d'avoir une pratique et haut niveau en parallèle des études. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé de me dire qu'on pouvait pas. Je me suis donné les moyens, même si c'était pas toujours facile. Aujourd'hui, je suis contente de dire que c'est possible de faire un double parcours, aussi bien dans le haut niveau que dans les grandes études et en maintenant un niveau de performance. Ok. Et tu as fait des études d'ingénieur, dans quelle spécificité tu es ingénieur? Alors, dans le domaine du génie industriel, dans l'industrie. Un milieu aussi très masculin, comme la boxe. Ah, génial. Et du coup, c'est quoi tes perspectives après, du coup Là, actuellement, je suis déjà en poste chez Atos. Donc, c'est une boîte du service numérique qui est un des principaux partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques, d'ailleurs. Je suis déjà en poste. Je suis dans un poste de logistique, de gestion de stock, d'amélioration pour le compte de Air Liquide. Après, j'aimerais peut-être tester dans un autre domaine un peu plus focus sur l'aéronautique, parce que j'ai toujours été passionnée par les avions. J'ai envie de tester plein de choses parce que le domaine du génie industriel, c'est un domaine qui est très vaste. Il y a la possibilité de travailler dans différents secteurs. Donc voilà, j'ai envie de faire bouger les choses, de mettre mon empreinte et de continuer d'avancer. En tout cas, bravo et félicitations parce qu'on sait à quel point, de toute manière, dans le sport de haut niveau et en France, je veux dire, il y a beaucoup de sacrifices pour, en tout cas, aller décrocher des objectifs, des résultats, mais au final, c'est pas forcément un sport où tu peux vivre avec, quoi. Je veux dire, c'est financièrement. Complètement, la boxe, honnêtement, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de vivre de la boxe. Il y en a quelques-uns qui arrivent, à trouver le moyen d'en vivre, mais c'est très, très compliqué. Et puis, de toute façon, même si c'était le cas pour moi, je parle de mon cas personnel, je souhaiterais pas faire que ça. Comme je disais, j'aime pas être catégorisée sur une étiquette, être la boxeuse. Je suis boxeuse, je suis ingénieur, je suis aussi beaucoup dans l'associatif. Je fais plein de choses, j'ai pas envie d'être bloqué dans une case. Et la boxe, le sport en général, ça dure pas toute la vie. Et j'ai envie de m'assurer un avenir après, si je peux avoir le haut niveau dans le sport, j'aimerais aussi avoir le haut niveau dans mon travail, le haut niveau dans ma vie personnelle, etc. Donc j'ai envie de me donner les moyens pour arriver là où j'ai envie d'aller, découvrir de nouvelles choses. Voilà. T'as titillé ma curiosité sur ton investissement associatif. Tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, alors je suis marraine d'une association qui s'appelle Job Odyssey. Donc c'est une association d'insertion dans le monde de l'emploi en utilisant toutes les valeurs du sport. La devise, c'est sport vecteur d'emploi. En gros, ce qu'on fait, c'est que notre principal cible, déjà, c'est tous les publics qui vont être issus de la diversité. Donc, principalement les personnes issues des QPV, donc tout ce qui va être quartier. On a beaucoup d'actions de féminisation parce que ça aussi, c'est un de mes combats, on va dire, majeurs. Et on aide aussi les personnes en situation de handicap à s'insérer dans des grands groupes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on est en contact avec les entreprises et on se rend compte qu'ils sont plus à la recherche de profils, de compétences, diplômes. Donc nous, on s'engage à leur présenter des candidats qui n'ont pas forcément les diplômes pour les postes, mais qui vont avoir développé dans la pratique de leur sport, que ce soit en club, international, peu importe le niveau. Je sais pas, dans le foot, ils vont développer l'esprit d'équipe, ils vont avoir une hygiène de vie, ils vont avoir l'habitude de se référer à une hiérarchie avec le coach. Plein de compétences comme ça qu'on vend à l'entreprise. Et du coup, je sais pas si j'étais claire. Tu sais, mais tu as complètement raison, en fait. Je pense que déjà, le savoir-être et le savoir-vivre pour intégrer une société, c'est important. Et les compétences, on peut toujours les développer. Et on peut partir très loin dans une entreprise et se former tout au long de sa carrière dans la même entreprise et en faisant monter ses compétences. Il n'y a pas de... du coup, tout ce qui est apprentissage, tout s'apprend. On peut partir de zéro et avancer. De toute façon, le sport, ça nous l'enseigne, ça. Quand tu regardes au départ... quand tu commences une discipline sportive,
tu viens avec ce que tu sais et puis tu apprends au fur et à mesure et tu progresses. Hein. Donc, et c'est une très bonne initiative. Je connaissais dedans, mais en tout cas, on mettra le lien dans l'épisode parce que je trouve que c'est important de le mettre en valeur. Ça aussi, c'est chouette. C'est chouette. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre de ton parcours? Qu'est-ce que je peux dire d'autre de mon parcours? Le sport, c'est quelque chose qui amène beaucoup de... Enfin, en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que souvent le public, là, avec les jeux qui arrivent, etc., ils voient que le positif, les strass, les paillettes, les victoires, les médailles, les podiums. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est vrai que c'est bien, mais c'est aussi énormément de sacrifices, énormément de difficultés, parce que ce qui dit sport dit performance. Et malheureusement, il y a toujours des périodes où on ne performe pas forcément, des périodes de haut, des périodes de bas, des fois de gros bas. Et souvent, après, c'est un peu comme ça, c'est la loi du plus fort dans le sport. Les fédérations, elles peuvent être derrière nous à un moment, et puis dès qu'on enchaîne quelques défaites, sachez que c'est pareil pour les coachs, c'est pareil pour les supporters, le public, etc. Et ça, c'est des moments très difficiles par lesquels les athlètes passent. Et malheureusement, on en parle très peu. On s'en rend pas compte. On voit que le positif, les médailles, quand la manche se lève, on est content, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur. Et le fait qu'il y ait toutes ces défaites derrière et toutes ces désillusions, ça fait que ces victoires, elles sont encore plus belles. Mais je pense que c'est important aussi de prendre conscience et de se rendre compte de la difficulté qu'est le sport, parce que du coup, il y a les deux. Et souvent, c'est rare qu'on enchaîne que des victoires, quoi. Moi, là, par exemple, j'ai une très bonne saison 2022-2023 avec mon titre de championne du monde universitaire, la médaille de bronze au championnat du monde, etc. Mais la saison d'avant, j'ai fait beaucoup de premiers tours, c'était très difficile. J'ai été à deux doigts de plus me faire convoquer sur les tournois, etc. Ça a été une année très difficile, beaucoup de remises en question, pas forcément toujours du soutien de qui on en attendrait. Donc voilà, je pense que c'est important que le public, que les gens qui suivent le sport se rendent compte de cette facette et qui voient à quel point, quand on arrive à une victoire, de prendre en conscience de l'ampleur que c'est, de tout ce qui peut être ressenti et même quand il y a des mauvaises décisions, parce qu'à la boxe, du coup, c'est un sport qui se joue sur des arbitres, donc forcément, les décisions ne sont pas toujours bonnes. Et je sais qu'il y a beaucoup dans le public qui ne comprennent pas quand les gens sont tristes, quand les gens sont énervés, quand ils ont du mal à accepter des décisions, mais c'est parce que c'est très difficile et c'est beaucoup de sacrifices, ne serait-ce que le combat du poids avec les régimes, etc. Donc ça donne une toute autre dimension et tout est décuplé en fait. Chaque réaction, chaque victoire, chaque défaite, voilà. Entièrement raison en fait. Le truc c'est qu'on voit, comme tu disais, les paillettes. Moi j'ai envie de te dire, on voit juste le côté éphémère, c'est-à-dire tu gagnes, tu perds, c'est très binaire, mais on voit pas le backstage, quoi. C'est-à-dire tout ce qui va être les moyens qu'on s'est donnés, les moyens que se sont donnés les athlètes et leur staff pour pouvoir aller chercher un résultat, mais ce résultat-là, peut-être qu'il n'y sera pas, mais par contre, tous les efforts qui auront été faits, tous les sacrifices, ils auraient été mis en place, mais ça, on ne le voit pas en fait. C'est la partie vraiment immergée de l'iceberg. Et sur ça, je trouve ça important aussi de vraiment de le souligner, parce que il y a très peu de reportages ou de documentaires, je trouve, sur sur l'avant résultat. Et Ouais. je crois que le seul que j'avais pu voir, c'est peut-être un par rapport à Teddy Riner. Mais en tout cas, c'est assez rare. Et je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte que c'est des vrais sacrifices. En plus, toi qui fais des études et tout, je veux dire, il faut arriver à concilier beaucoup de choses. Donc ça fait au-delà de ça, il y a le côté physique, mais aussi la charge mentale, l'organisation qu'il faut. Ça demande beaucoup de logistique pour pouvoir s'entraîner, faire ses études, gagner de l'argent parce qu'il faut payer son loyer, il faut manger. Tout. Donc les gens se rendent pas compte à quel point le sport c'est sollicitant, et puis du coup il y a quand même beaucoup de sportifs en France. J'avais vu un reportage, une émission qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, quoi. Mais et parce que du coup ils font le sacrifice pour leur sport, mais à côté de ça ils ont pas forcément tant de sponsors que ça, et quand même pas mal de disciplines sportives aussi qui sont moins mis en valeur par les médias, donc du coup forcément moins mis en valeur par les sponsors. C'est un peu un cercle vicieux. C'est un peu un cercle vicieux par moment, quoi.
Bon, Ouais. c'est bien que tu aies pu le rappeler. En tout cas, je trouve que c'est chouette de pouvoir faire en sorte que les auditeurs qui prennent en tout cas l'interview, le podcast, aient ce recul et cette information en tête, quoi. Donc c'est bien. Donc du coup, rendre possible l'impossible, toi, ça te parle? Ouais, complètement. Ok. On va parler de ton mental. T'es ok? Ouais. Allez. Si tu veux définir le mot mental, toi, ça serait quoi ta définition à toi, Katia? Alors moi, ça serait, je dirais, la détermination, l'adaptabilité et la résilience. Résilience. Et du coup, si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment? Comme ça, quelqu'un qui est très déterminé, qui peut s'adapter, qui sait faire preuve de résilience, c'est-à-dire qui saura faire face à la situation et quoi qu'il arrive, se relever, peu importe l'issue, qu'elle soit favorable ou non. Non. Toi, dans ta préparation, est-ce que tu t'es accompagné par un préparateur mental? Qu'est-ce que tu fais exactement? Non, je suis plutôt accompagnée par un préparateur mental. Non, pas du tout. Après, c'est un sport individuel, la boxe, mais si on a une bonne équipe, on a une bonne team, donc on s'encourage beaucoup entre nous. On se motive. Quand il y en a une qui a un bas, voilà, on essaye de lui parler, chacune d'entre nous, en fait, on se donne un peu la force. Après, moi, je suis de confession musulmane, donc aussi beaucoup de prières. Voilà, après, avec les coachs, etc. Mais j'ai pas de préparation mentale à proprement parler. Ouais, du coup, après, souvent, ce qu'il faut savoir, et c'est intéressant, c'est que très souvent, les athlètes mettent en place des choses de manière, comment dire, ça peut être des rituels, ça peut être, là, tu parlais de prière, mais la prière, quand on prie, ça, on est un peu dans un modèle méditatif. Je veux dire, on est, comment dire, on est dans son entre-soi, comment dire, on est posé. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place de manière automatique avec le temps et qui sont des vrais outils qui aident en tout cas les athlètes. Ce qui est important, c'est de bien se connaître soi-même et de savoir ce dont on a besoin par rapport comment dire, à ce qu'on va rencontrer et comment on va se préparer. Mais tu as raison, après, c'est important dans les sports individuels d'avoir une team soutenante, une équipe encourageante. C'est important. Ouais. Ok, parler de confiance. Ta confiance, tu l'as acquise comment? Tu l'as eu dès le départ, tu as toujours eu confiance? Ou tu l'as acquise avec le temps, les expériences, réussite, difficultés? Comment ça s'est passé? En vrai, je dirais que j'ai pas vraiment confiance. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, sachant que je suis sportive de haut niveau, que je me prépare pour les jeux, etc. Mais je pense que j'ai pas totalement confiance et que dans un sens, c'est un peu on va dire, ce qui m'aide. Ça me dessert aussi à certains égards, mais c'est aussi quelque chose qui m'aide. J'ai pas forcément confiance, donc c'est toujours on va dire, dans la situation où je vais me dire que c'est pas assez, qu'il faudra que j'en fasse plus. Il faut que je m'entraîne plus, il faut que sur le ring, j'en mette plus. Comme on disait, je suis très généreuse. Donc voilà, mais j'ai pas forcément confiance. Mais après, il y a forcément des moments où je vais plus être en confiance que d'autres. Par exemple, la saison dernière, j'ai enchaîné beaucoup de premiers tours. Du coup, j'étais dans un mauvais mood où je montais sur le ring et j'étais plus à me dire qu'il fallait pas que je perde parce que sinon, j'allais avoir des conséquences dans mes prochaines sélections que juste faire mon combat, gagner, etc. Alors que là, depuis du coup que j'ai remporté les championnats du monde universitaires, j'ai pris en confiance. Et quand j'ai boxé, par exemple, en Inde, au championnat du monde élite, du coup, j'ai senti que j'avais plus confiance, où en fait, je montais sur le ring, je m'amusais, je prenais plaisir, j'étais là pour vraiment prendre plaisir, et c'est là que on est plus performant. Donc, je dirais que la confiance, en tout cas pour ma part, elle est pas tout le temps là, en fait. Ça dépend de l'environnement, ça dépend des résultats que j'ai pu faire, etc. Après, j'aimerais avoir confiance tout le temps. Je travaille dessus, mais c'est assez compliqué. Comme je disais, quand on perd, quand on gagne, de voir que ceux sur qui on est censé compter, ils ne nous soutiennent plus forcément, ça a mis un coup à la confiance en soi. Et forcément, ça a des répercussions sur ce qui va se passer par la suite. Je dis pas du tout que c'est de la faute des coachs ou quoi, hein, mais forcément, ça se passe pas forcément comme on imaginerait. Donc, je dirais pas que j'ai confiance, mais ça m'arrive d'avoir plus ou moins confiance, on va dire. Ok. Du coup, tu parlais de la période difficile que tu avais eue, où tu avais enchaîné pas mal de premiers tours.
Du coup, dans cette période-là, comment tu as fait malgré tout pour finalement garder espoir, garder confiance malgré les échecs répétés? Alors, moi, ce qui me faisait tenir, c'était déjà les Jeux Olympiques qui approchaient. J'ai fait énormément de sacrifices pour maintenir un niveau de performance, pour faire mes études en parallèle. Et je me disais que je pouvais pas avoir fait tout ça pour rien, qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Même si ça marchait pas, fallait que j'y arrive. Et aussi, moi, contrairement je pense à la plupart des sportifs, je suis pas motivée par le fait de rendre fiers les gens qui croient en moi, faire plaisir à ma famille. Oui, ça me motive, mais je suis plutôt dans l'autre côté, plutôt de prouver aux autres qu'ils ont tort, parce que je sais que beaucoup de personnes, très peu de personnes misent sur moi et pensent que je vais performer. Ça a toujours été comme ça. En fait, c'est ça qui me motive, de me dire, de leur prouver qu'ils ont tort, de montrer que s'ils n'ont pas cru, ils se sont trompés et que je vais le faire. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de toujours m'accrocher. Et après, comme je disais aussi, beaucoup de soutien de l'équipe. On a une très, très bonne équipe actuellement. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou si elles écoutent. Franchement, si je les avais pas eu à mes côtés, j'aurais peut-être fini par arrêter ou par abandonner, je sais pas. Je pourrais pas dire, mais on est beaucoup là les unes pour les autres. Et ça a aussi beaucoup joué. Et même le soutien de ma famille, ma mère, qui est une de mes plus grandes fans, qui me suit dans tous les pays où je boxe. Voilà, c'est ça aussi qui fait tenir. Si je te parle du regard des autres, du coup, ça te parle? Oui, beaucoup. J'essaye de pas m'en soucier, mais je m'en soucie énormément. Un peu trop. C'est quelque chose où tu arrives à t'en affranchir ou c'est quelque chose que tu dois travailler dessus? Non, c'est très difficile. Je travaille dessus, mais c'est très, très difficile. J'ai toujours cette chose de me dire, mais ils vont se dire ça. Pour la petite histoire, quand j'ai remporté les championnats d'Europe en junior, ça faisait pas beaucoup de temps que je boxais, ça devait faire un an et demi. Et j'avais gagné, etc. Tout le monde était content. Et moi, je me disais, les gens, ils vont pas se dire, ah, waouh, elle a fait championne d'Europe. Je me disais, ils vont se dire, il doit pas y avoir beaucoup de niveaux pour que Fascia soit championne d'Europe. Genre, je pensais vraiment comme ça. C'était très difficile au début. Et après, j'ai un peu évolué, mais j'ai un gros problème avec le regard des autres. Je travaille dessus, mais on n'est pas encore OP. Ouais, ok. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé ça, mais du coup, comment faire pour y croire quand personne n'y croit? Après, moi, je suis quelqu'un de très têtu. C'est dur. Moins on va y croire, plus on va me dire que c'est difficile et plus je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est comme ça que je fonctionne. Après, je suis consciente que tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les collectivités, pour parler un peu de mon parcours et pour motiver peut-être ceux qui sont un peu moins têtus que moi, et que quand on va leur dire que c'est pas possible, ils vont s'arrêter. Ou peut-être ça vient de modèle dans le sens où ils vont dire si elle a pu y arriver, je peux y arriver. Mais ouais, pour moi, c'est se donner les moyens. Tant qu'on fait le travail pour, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et même si moi, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que ce soit mon double parcours ou de se relever après la défaite, c'est très difficile. Des moments très difficiles où on a envie d'abandonner, on a envie de tout arrêter. Mais justement, c'est tous ces petits obstacles qui vont rendre les victoires et les réussites que plus belles. Et rien que pour ça, ça en vaut la peine. Bah ouais, c'est clair. Tu disais que tu intervenais dans des écoles, tu le fais régulièrement? Tu interviens sur quel type de public? C'est plutôt quoi, les primaires, les collèges? Honnêtement, j'ai fait un peu de tout. Moi, ma cible principale à la base, c'était plutôt les collégiens et les lycéens. Parce que, du coup, comme je disais, je viens du 93. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur de casser un peu les préjugés, de dire qu'on vient du 93, on vient des quartiers, on peut pas réussir dans les études, dans le sport. Donc ça, c'était un de mes principaux axes, on va dire, donc plus les collégiens et les lycéens. Et après, suite à des demandes, je suis déjà intervenue dans les écoles primaires et même l'école maternelle, où je pensais pas que c'était vraiment possible, que ça pouvait avoir une incidence, mais je faisais des animations de boxe, je venais avec mes médailles, mes ceintures, voilà, je parlais un petit peu, et en fait, je me rends compte que c'est des petits, on peut déjà avoir une petite incidence. On peut déjà parler, et surtout, pour faire évoluer les mentalités, ça passe par les jeunes, parce que je me suis beaucoup rendu compte que c'était les parents eux-mêmes, en fait, qui mettaient des freins à leurs enfants. J'ai déjà été dans les forums associatifs
où on inscrit ses enfants au sport là en début d'année. Et souvent, je voyais des petites filles qui disaient à leurs parents: «Oh, je veux faire de la boxe, je veux faire de la boxe». Et leurs parents, ils leur disaient: «Non, c'est pas pour toi, c'est pas pour les filles. Bah, si ton frère il veut, oui, toi non». Je pense qu'il y a tout un travail de fond à faire. Et je pense que parler à des enfants, parler à des parents, c'est pour ça que je fais aussi beaucoup d'interventions avec des collectivités, donc que ce soit les mairies ou même à l'échelle départementale, des événements de quartier. Enfin, voilà, je pense que c'est important. Et je sais comment il faut leur parler aux parents. Pas leur dire que le sport, parce que bah, du coup, moi, j'ai fait le sport et des études. Donc, ça peut les motiver et leur faire voir surtout que la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment j'ai fait pour faire d'aussi grandes études avec le sport. Et en fait, je pense que si j'avais pas eu le sport, j'aurais peut-être pas fait d'aussi grandes études. Parce que c'est ça qui m'a motivée et qui m'a poussée à en faire plus, à beaucoup plus m'organiser et à être beaucoup plus sérieuse dans mon travail. Ouais, c'est discipliné en fait. Exactement. Avant, je me contentais beaucoup du minimum. J'avais de bonnes moyennes sans faire trop d'efforts et ça m'allait très bien. Quand j'ai commencé la boxe, j'ai dû assurer des bonnes notes pour pas que, bah, du coup, ma mère me dise à cause de la boxe, tes notes, elles baissent. Du coup, bah, j'étais beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus organisée. Après, j'avais très peu de temps, donc j'étais obligée de m'organiser. Je pouvais plus tout faire au dernier moment. Donc, je pense que, voilà, le sport, ça apporte beaucoup de richesse, beaucoup de compétences, bah, comme je disais avec Job Odyssey, dans l'hygiène de vie, dans l'autonomie. Il y a plein de valeurs dans la rigueur, etc., qui se développent. Et je pense que ça peut être très intéressant. Et même si c'est pas pour faire du sport à haut niveau, ne serait-ce qu'à l'échelle locale, régionale, départementale, etc., c'est tout à fait possible. Sans le sport, ça a beaucoup de valeurs en termes de plein de choses, quoi. Pour s'organiser, en termes de logistique, maîtrise de soi, connaissance de soi aussi, gestion des émotions. Enfin, c'est une vraie école de la vie, le sport, en fait. Exactement. Ça apprend aussi, à devenir des adultes plus responsables, savoir gérer. Enfin, voilà, ça apprend tellement de choses, en fait. Donc, on peut pas ne pas passer par un sport dans son enfance. Mais essayer de s'y impliquer. On ne va pas faire du parsemage, quoi, c'est-à-dire en faire 10 à la fois, mais en choisir un qu'on aime et essayer d'aller à fond dedans avec les compétences qu'on a pour aller le plus loin possible. C'est chouette, quoi. Ouais, exactement. Voilà, et puis le sport, c'est... Enfin, moi, tu me parles de sport, j'ai les yeux qui brillent. Mais c'est aussi un vecteur de rencontre. On rencontre plein de gens différents, de milieux différents, d'origines différentes, avec des professions différentes. Donc, du coup, tu peux croiser les regards de plein de gens. C'est un formidable moyen de se rencontrer, le sport. Ouais, exactement. Bah ouais, moi, avec la boxe, j'ai beaucoup voyagé. Bah, on a appris à force, avec les boxeuses, on commence à se connaître, etc. Maintenant, j'ai des copines en Angleterre, en Allemagne, en Inde, en Corée. Enfin, c'est une richesse. C'est une richesse. Même ça fait développer, bah, du coup, les langues. J'ai beaucoup progressé en anglais. Bah, avant, j'étais meilleure en allemand et beaucoup moins bonne en anglais. Et à force de parler, bah, je suis devenue très, très forte en anglais. Que des avantages. Faites du sport. Faites du sport. Ok, donc on a parlé un peu du regard des autres. Comment tu arrives à te motiver? En fait, c'est quoi comment tu génères ta motivation quotidienne pour tout faire, études, sport Bah, comme je disais, j'ai mon objectif. Avant, c'était un rêve, les Jeux Olympiques. C'est devenu un objectif depuis quelques années. Et du coup, je m'y cramponne, je me donne tous les moyens pour y arriver. Je me dis que chaque chose que je fais bien, ça me rapproche un peu plus de mon rêve. Donc, j'essaye de mettre tout en œuvre pour y arriver. Ok. Pas à pas, step by step. Exactement. Okay. Tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir? Oui et non. Je pense qu'il y a des choses... moi, je suis quelqu'un je pense que c'est une déformation professionnelle. Je suis quelqu'un de très organisé. J'aime bien planifier. J'aime bien que tout se passe comme j'avais prévu. Mais quand on fait du sport, quand on fait des études, etc., il y a toujours des aléas. Donc, je pense que oui, il faut avoir un plan, mais il faut savoir s'adapter et savoir faire face à tout ce qui va changer parce que tout ne va pas se passer comme prévu. Et après, je pense que ça peut être aussi bien de juste tenter et de voir là où ça peut nous mener, mais il faut quand même se fixer des objectifs à moyen terme pour pouvoir arriver à l'objectif ultime. Est-ce que toi, donc là tu parles d'objectifs, mais j'ai presque envie d'employer un autre mot, c'est le mot défi. Est-ce que toi tu te fixes des défis
pour aller vers tes objectifs aussi? Ouais, bah moi, comme je disais, j'aime bien casser les préjugés, voilà. On peut aller contre ce qu'on me dit. Donc oui, pour moi, la vie, c'est un combat, c'est un challenge. Et je suis très compétitrice, extrêmement compétitrice. Donc je fais tout pour y arriver. Et chaque défi ou challenge que je réussis, c'est un pas de plus vers le résultat ultime. Donc ouais, c'est comme ça que je vois la vie et je pense bien au-delà du sport, que ce soit dans mes études, dans mon travail ou même dans ce que je fais à côté. Tout est, tout est une compétition pour moi. C'est peut-être pas positif, c'est peut-être pas très bien, mais je le vis un peu comme ça. J'ai envie de toujours réussir, même si je sais faire face aussi à la défaite, c'est aussi le jeu. Je vois tout comme un défi, comme un combat. Ok. On va parler des émotions, et notamment de la gestion des émotions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à gérer de la pression, gérer du stress aussi bien positif que négatif, hein, puisqu'il existe les deux, celui qui dynamise et celui qui paralyse. Et qu'est-ce que tu mets en place pour toi? C'est quoi tes méthodes pour gérer pression, stress quand tu en as? Ouais, alors moi, je dirais que je suis pas de nature stressée dans le sens négatif. Forcément, avant mes combats, etc., j'ai toujours du stress, mais je pense que c'est du bon stress. Je suis pas paralysée par ça. Au contraire, ça me motive encore plus. Moi, ma manière de penser, c'est le stress jusqu'à monter dans le ring. Et une fois que je suis dans le ring, je me dis que je suis bloquée entre ces quatre cordes, alors autant que ça se passe bien, que je ressorte sur mes deux jambes. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, oui, forcément, il y a de la pression dans certaines compétitions plus que d'autres. Par exemple, si je parle du tournoi de préqualification olympique qui avait eu en février, ça avait été une grosse source de stress, de pression, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses à prouver, qu'il y avait beaucoup d'enjeux, etc. Et malheureusement, j'ai pas forcément bien géré, parce que sur le premier combat, j'ai un peu été dépassée à trop vouloir bien faire. Je suis un peu sortie de mon combat, et ça, c'est des choses qui arrivent. Parce que même si j'ai beaucoup évolué, j'ai un problème de gestion d'émotions. Moi, je vis toutes les émotions à 1000 à l'heure. Avant, quand j'ai commencé la boxe, je m'énervais beaucoup sur le ring. Donc, c'était quelque chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très mauvais de s'énerver pendant un combat. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est très rare que je m'énerve. Mais voilà, je suis, par exemple, à toutes mes défaites, je pleure. Je vis tout à 100%. Je pense que c'est bien et c'est pas bien dans le sens où je vais prendre chaque défaite de manière très dure, mais du coup, ça va me pousser à en faire plus pour me relever. Mais en même temps, ça peut aussi être difficile parce que du coup, il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais après, je dirais pour la gestion du stress, faut y croire, faut avoir confiance. Après, je pense que c'est très important d'avoir un bon staff qui motive et qui nous montre, qui croit en nous. Parce que moi, je sais que étant une personne qui n'a pas forcément confiance en moi, si en plus je vois que mon staff croit pas en moi, c'est pas possible. Là, on part perdant. C'est très compliqué. Après, comme je disais, je suis très déterminée, je suis très têtue. Donc, je vais rien lâcher quoi qu'il arrive, même si je perds le premier et le deuxième round et que je sais que c'est mort pour gagner le troisième round. Je vais tout faire pour que, au moins, mon adversaire perde le dernier, quoi. Je vais pas lâcher, mais c'est très important de se sentir en confiance, d'être dans un bon environnement pour pouvoir dépasser le stress et que du coup, ça reste du bon stress et que ça devienne pas un stress qui peut nous paralyser ou nous faire passer à côté. Ok. Comment tu fais pour entrer dans ta bulle avant les combats et pendant le combat? Tout simplement parce que moment où je suis dans la zone d'échauffement, je rentre automatiquement dans ma bulle, même si je peux échanger avec les autres, etc. Je me focus, en fait, je me parle beaucoup à moi-même, je me motive, je me dis que c'est mon moment, c'est que j'ai travaillé dur pour ça. Je fais beaucoup je parle toute seule, en fait. Ouais, un discours interne positif et tu t'encourages, quoi. Exactement. Tu disais tout à l'heure que tu lâchais rien. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses de il ne faut rien lâcher? Est-ce que tu ne penses pas que parfois il faut quand même savoir lâcher sur des choses qui ne sont pas indispensables? Je pense que oui, mais après, je pense que le fait de rien lâcher, il y a forcément des points positifs et négatifs. Et si on lâche rien dans tout, quand on va arriver dans une zone de difficulté où il va rien falloir lâcher, ça va être plus simple. Alors que si on a tendance à des fois lâcher, des fois à s'accrocher, etc., je pense que ça peut être beaucoup moins efficace.
pense pas qu'il y ait de solution parfaite, mais moi, je suis plutôt de l'école, faut rien lâcher, quoi qu'il arrive. C'est pas la bonne chose, mais moi, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Et ça peut être positif comme négatif, mais c'est ma philosophie. Bon, super. Bah écoute, on arrive sur la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter une qualification pour Paris 2024 et après une petite médaille à la maison, ça serait parfait. Ah bah ouais, ça serait chouette, hein. Ça serait chouette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux? En tout cas, une belle médaille dorée. Ça serait chouette. Ouais. Ok. Bah écoute, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi, faire ton interview pour le podcast Parlons de votre mental. Et au bout de la fin, bah, il t'appartient, si tu as un message à faire passer aux auditeurs, quelque chose qui te tient à cœur de partager, bah, ça serait quoi? Alors moi, comme je le répète depuis le début, je pense qu'on a compris c'était quoi un peu mon mindset, c'était quoi que je voulais transmettre, c'était que tant qu'on y croit, tant qu'on s'en donne les moyens, tant qu'on fait tout pour y arriver, tout est possible. Faut pas écouter les gens, bien au contraire. Faut tout donner, se donner les moyens. Ça sera pas forcément facile, mais si vous vous donnez les moyens d'y arriver, vous pouvez y arriver. Ok, Fatia, c'est chouette. Alors du coup, si on veut te soutenir, comment on peut faire? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Ouais. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Fatia-BNMSL. Et j'ai aussi, c'est tout nouveau, un site internet, donc www.fatia2024.fr. C'est simple, Fatia, Fatia 2024, pour suivre toute mon actualité, interagir avec moi. Voilà, je réponds moi aussi bien sur Instagram que sur mon site internet. Donc n'hésitez pas si vous voulez me suivre, si vous voulez faire partie de l'aventure, avec grand plaisir. Bon bah super. En tout cas, je remettrai les liens de tes réseaux sociaux et de ton site web sur le descriptif de l'épisode. Et en tout cas, je te dis merci, je te souhaite plein de bonnes choses. Prépare-toi bien et puis écoute, on espère te voir au JO et sur un podium en tout cas et avec une belle médaille autour du cou. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.